Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons 5 couples qui ont été attaqués par des prédateurs mortels. D'une attaque d'ours bruns dans la nature du Montana à une agression brutale de requins bulldog dans les eaux de Thaïlande. Mais d'abord, nous commençons en Afrique du Sud, où le safari de rêve d'un couple britannique deviendrait leur dernier moment ensemble. C'était le 18 juin 2015 dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud. La lumière du soir commençait à s'estomper, l'air sec de l'hiver se rafraîchissant alors que les touristes s'installaient dans des jeeps ouvertes pour la dernière sortie de la journée. Les prairies étaient des calmes, mais en dessous, les yeux silencieux et invisibles des prédateurs observaient, attendant le moment que le crépuscule leur offrirait. Robert Jenkins, 39 ans, et sa femme Angela, 36 ans, étaient venus de Leeds après des années d'économie soigneuse. Robert travaillait de longues heures comme superviseur d'entrepôt, fiable et respecté, mais rarement capable de prendre des congés prolongés. Angela était assistante d'enseignement à temps partiel dans une école primaire locale, discrète et chaleureuse avec les enfants. Le safari était un voyage dont ils avaient parlé pendant près d'une décennie, une aventure qu'ils voulaient vivre avant de fonder une famille. Ni l'un ni l'autre n'avaient beaucoup d'expérience en matière de faune, mais tous deux portèrent des appareils photo et des guides, impatients de capturer chaque instant. Ils ont choisi le parc Kruger pour sa réputation de l'une des principales réserves d'Afrique, où l'on peut voir des lions, des éléphants et des rhinocéros en une seule excursion. Leur voyagiste a insisté sur les règles de sécurité lors du briefing. Pas de mouvements brusques, pas de membres qui pendent et ne pas se pencher hors des véhicules ouverts. Robert suivait attentivement, attentif à chaque instruction. Angela, plus excitée, se penchait souvent pour prendre des photos, faisant confiance au guide pour gérer tout risque. C'était compréhensible. Après des jours de travail routinier à la maison, la vue des lions si proches était extraordinaire. La poussière s'accrochait au cadre du jeep alors que le groupe roulait lentement sur un chemin de terre, le conducteur s'arrêtant lorsqu'il aperçut une troupe de lions se reposant à l'ombre. Un jeune mâle leva la tête, les oreilles frémissantes, tandis que 2 lionnes s'étalaient à proximité. Le guide parlait à voix basse de leur comportement, expliquant comment les groupes étaient territoriaux et comment les lions, bien qu'ils paraissent souvent paresseux en plein jour, pouvaient passer à l'action sans avertissement. Les lions sont des prédateurs de sommet, pesant de 300 à 500 livres, capables d'atteindre des pointes de 56 km/h. Leurs mâchoires, délivrant plus de 600 livres de force de morsure, sont conçues pour écraser les trachées ou sectionner les artères. Dans les parcs safari, ils sont habitués aux véhicules, mais réagissent toujours instinctivement au mouvement. Les guides répètent souvent une règle, les animaux voient de la Jeep comme une forme entière, pas des individus, jusqu'à ce que quelqu'un brise la silhouette. Cette distinction est ce qui garde les touristes en sécurité et ce qui peut devenir fatal si elle est ignorée. Ce soir-là, le guide a de nouveau averti de ne pas se pencher en dehors. Pourtant, alors que les lions se trouvaient à seulement 20 pieds, Angela leva son appareil photo, s'avançant et s'inclinant sur le côté du Jeep pour une prise de vue dégagée. La montée en tension fut brève mais intense. Robert murmura qu'elle devait se rasseoir, mais elle s'attarda, ajustant l'objectif. Le guide avait recommencé à parler quand le jeune lion mâle se déplaça, s'accroupissant bas dans l'herbe. Les touristes remarquèrent le mouvement de ses muscles, le regard concentré et le silence soudain parmi la troupe. En quelques secondes, il réduisit la distance dans un élan de vitesse. Le lion s'est agrippé au bras d'Angela, l'attirant partiellement hors de la Jeep. Alors qu'elle criait, Robert a sauté du côté ouvert du véhicule dans une tentative frénétique de la libérer. Le guide a crié pour qu'il reste à l'intérieur, mais l'instinct avait déjà pris le dessus. Le mouvement l'a mis directement au sol, exposé. Une lionne profita de l'ouverture, se jetant sur son côté et le renversant dans la poussière. Le mâle relâcha Angela juste assez longtemps pour s'accrocher à l'épaule de Robert et ensemble, les 2 lions l'entraînèrent loin du véhicule. Angela est tombée à côté de la Jeep, se débattant alors que le mâle revenait vers elle, s'agrippant à sa gorge. Robert, cloué au sol par la lionne, tenta de se relever mais fut rapidement submergé. Ses cris étouffés par les rugissements et le bruit des déchirures, du sang maculait le cadre du Jeep tandis que les touristes criaient. Le guide appuya sur le klaxon et accéléra brusquement, projetant poussière et bruit sur la troupe. Les lions hésitèrent, mais ne se retirèrent pas immédiatement. Lorsque le Jeep s'éloigna un peu, les passagers restèrent stupéfaits, écoutant les cris étouffés provenant de l'herbe avant que les sons ne s'estompent. Le conducteur contacta immédiatement le camp par radio, signalant un double décès et on lui dit de revenir sans délai. Les Rangers ont organisé une patrouille vers le site. De retour au camp, les touristes ébranlés ont eu le temps de se calmer avant qu'on leur demande de faire des déclarations. Les Rangers ont atteint l'emplacement plus tard dans la nuit, trouvant les restes du couple dans l'herbe piétinée, marqués par des empreintes de pattes et des éclaboussures de sang. Ce qui pouvait être récupéré a été soigneusement enlevé pour le transport. Les lions n'ont pas été poursuivis. Le parc a classé l'attaque comme provoquée par une erreur humaine plutôt que par un comportement déviant. Les conséquences furent silencieuses et sombres. L'incident a brièvement atteint les nouvelles internationales, mais a rapidement été éclipsé par des histoires de plus larges. Les corps de Robert et Angela ont été rapatriés au Royaume-Uni où une cérémonie privée a eu lieu avec la famille et les amis proches. À Kruger, la société de safari a révisé ses briefings en insistant à nouveau sur la seule règle enfreinte cette nuit-là. Ne jamais se pencher hors de la Jeep. Alors que la savane africaine faisait d'autres victimes dans un moment de confiance mal placé, dans le Montana, un voyage de camping se transformerait en cauchemar lorsqu'un énorme ours brun sentit l'odeur de leur repas du soir. C'était le 2 août 2014 dans le parc national de Glacier, Montana. Les sentiers près du lac Avalanche étaient parcourus par le flux habituel d'été de famille et de randonneurs d'un jour, les bottes crissant sur le gravier et les voix s'estompant rapidement dans la forêt. Pour David et Maria, le week-end était censé être une évasion, pas une confrontation avec le danger.
David Martinez avait 42 ans, un plombier de Billings qui travaillait de longues heures avec des mains stables et une patience tranquille. C'était le genre de personne qui suivait des routines, des matins tôt, des déjeuners préparés, des soirées tardives passées à réparer de petites choses à la maison. La randonnée lui offrait un moyen de s'éloigner du travail et de donner à son fils Lucas des moments qui semblaient aventureux. Le plein air ne lui était pas étranger, mais il avait peu d'expérience avec les grands prédateurs au-delà des histoires dans les actualités. Maria, 38 ans, travaillait comme assistante dentaire. Ses collègues la connaissaient comme prudente et discrète, manquant rarement un service. Elle et David s'étaient mariés jeunes et avaient construit leur vie tranquillement, élevant Lucas dans une petite maison à la périphérie de la ville. Le voyage était sa suggestion, une façon de clore l'été avant la rentrée scolaire. Il portait des sacs à dos, des collations, de l'eau et un appareil photo, choisissant le sentier populaire pour sa réputation d'être adapté aux familles. Le terrain de glacier à la fin de l'été était vibrant de baies. Des framboises, des myrtilles et des amélanches bordaient des parties du sentier, attirant randonneurs et animaux sauvages. Les rangers ont averti les visiteurs de randonner en groupe, de faire du bruit dans les virages aveugles et de rester attentifs aux excréments frais ou aux arbustes renversés, signe que des ours se nourrissaient à proximité. Cependant, les rencontres pouvaient survenir soudainement avec seulement quelques secondes pour réagir. Les ours grizzly sont parmi les animaux les plus redoutables d'Amérique du Nord, avec des femelles pesant entre 300 et 500 livres, puissamment musclées et farouchement protectrices de leurs petits. Contrairement aux attaques prédatrices, les rencontres défensives se produisent rapidement et sans hésitation, souvent déclenchées lorsque les gens apparaissent trop près. La famille Martinez avançait le long du chemin de terre étroit vers midi. Lucas, 8 ans, marchait d'entre ses parents, pointant du doigt les tamias qui filaient à travers les rochers. L'air portait l'odeur de pin et le bruissement du vent dans le sous-bois. Alors qu'il contournait un virage serré, bordé de buissons de baies, un mouvement éclata devant. Une ours grizzly leva la tête à seulement quelques mètres du sentier, 2 oursons se dispersant derrière elle. Il n'y avait pas de temps pour battre en retraite. L'ours se précipita en avant dans une ruée défensive, soufflant et claquant des mâchoires. David poussa Lucas derrière lui et écarta les bras en criant, mais la femelle combla l'écart en quelques secondes. Sa patte frappa sa poitrine, le renversant sur le dos. L'impact lui coupa le souffle et avant qu'il ne puisse se relever, ses mâchoires se refermèrent sur son épaule avec une force écrasante. Maria cria et attrapa son fils, le tirant d'un pas en arrière sur le sentier. L'allée pivota, oreilles en arrière, et chargea à nouveau. Elle frappa Maria en bas, ses griffes entaillant sa jambe et la traînant de côté dans les broussailles. Les oursons pleuraient depuis les arbres, ajoutant à la frénésie. Des randonneurs plus loin sur le sentier ont dit plus tard qu'ils avaient d'abord entendu les cris et le fracas des buissons avant d'apercevoir la lutte en s'approchant. David a essayé de se relever, le sang imbibant sa chemise, mais l'ours était déjà sur Maria. Elle griffa son torse, mordant à plusieurs reprises, en de rapides et brutales rafales destinées à neutraliser une menace. Les cris de Maria s'affaiblirent alors que l'allée la secoua une fois, puis la laissa tomber au sol. Lucas, figé par le choc, se tenait à seulement quelques pieds. Les randonneurs montant la colline criaient et applaudissaient, essayant de faire fuir l'ours. La femelle s'arrêta, se tenant au-dessus des corps, avant de rassembler ses petits et de se retirer dans les sous-bois. L'attaque entière a duré bien moins d'1 minute. Lorsque les secouristes sont arrivés, ils ont trouvé David mort sur les lieux à cause de traumatismes importants à la partie supérieure de son corps. Maria était vivante mais ne répondait pas, saignant abondamment de ses blessures. Elle a été transportée sur une civière le long du sentier, mais elle est morte avant d'atteindre le début du sentier. Lucas n'était pas blessé physiquement mais en état de choc profond, répétant aux gardes forestiers comment l'ours était apparu de nulle part. La récupération fut silencieuse et sombre. Les rangers ont fermé le sentier, installé des panneaux d'avertissement et exhorté les randonneurs à éviter les fourrés de baies où les ours se nourrissaient activement. Ils ont confirmé que l'attaque était défensive, déclenchée par l'apparition soudaine de la famille au détour d'un virage aveugle. L'allée et ses petits n'ont pas été poursuivis. Lucas a été confié aux soins de ses proches, commençant une thérapie dans les semaines qui ont suivi. Son témoignage est devenu le récit central de l'événement, décrivant la rapidité et la force de la rencontre. Les funérailles ont été privées, avec seulement la famille élargie présente. Pourtant, alors que la nature sauvage du Montana résonnait des derniers cris, les parents de Lucas, à l'autre bout du monde en Inde, allaient déranger quelque chose de bien plus mortel que des souvenirs parmi les pierres anciennes, un cobra royal enroulé dans l'ombre. C'était le 27 mai 2016, dans le district de Ranthambore, au Rajasthan en Inde. La chaleur matinale était déjà oppressante, obligeant l'ombre à devenir le seul soulagement. Parmi les ruines éparses et les broussailles sèches, 2 jeunes gens de Jaipur sont entrés dans un endroit que les habitants évitaient depuis longtemps. Dans l'après-midi, ce qui avait commencé comme une excursion de week-end décontractée se terminerait par une tragédie irréversible. Vikram Singh, 29 ans, travaillait comme mécanicien de moto en ville. Il était connu parmi ses amis pour son énergie et son impatience, toujours prêt à relever de nouveaux défis. Malgré son emploi modeste, il cherchait souvent des aventures le week-end en dehors de Jaipur, convaincu que les voyages pouvaient compenser ce qu'il ressentait comme une routine stagnante. Sa petite amie, Mira Patel, 26 ans, avait récemment quitté un poste de réceptionniste et était entre 2 emplois. Elle accompagnait souvent Vikram lors de ses courts voyages, plus pour passer du temps avec lui que par réel intérêt pour la nature. Les ruines à l'extérieur de Ranthambore les attiraient tous les deux comme un changement par rapport aux rues de la ville. Un cadre pour des photographies, un moment de tranquillité et la nouveauté de visiter un endroit dont ils avaient seulement entendu parler. Leur décision n'était pas imprudente dans l'intention. Ils avaient prévu une courte promenade autour des murs en ruine, arrivant en moto en fin de matinée avec l'idée de revenir en ville avant la tombée de la nuit.
Ainsi, aucun d'eux ne portait d'équipement de protection, ni n'avait apporté de trousse de premier secours. Ils croyaient qu'avec suffisamment de précautions, ils iraient des biens, une confiance qui avait du sens de son point de vue. Ni l'un ni l'autre n'avaient auparavant rencontré de danger lors de leurs excursions décontractées. Les ruines se trouvaient parmi des parcelles d'herbes sèches et de buissons épineux, les murs de pierre projetant de minces bandes d'ombre où l'air était légèrement plus frais, des lieux de repos privilégiés pour le cobra indien. En Inde, le cobra indien fait partie des 4 grandes espèces responsables de la majorité des décès par morsure de serpent. Contrairement au cobra royal, qui est rarement trouvé au Rajasthan, cette espèce prospère dans les terres agricoles plus sèches et les structures en ruine. Mesurant en moyenne entre 4 et 6 pieds de long, il possède un venin neurotoxique puissant qui peut paralyser les muscles et arrêter la respiration si non traitée. Les décès sont évitables avec l'antivenin, mais dans les zones rurales éloignées des soins, les morsures peuvent encore devenir mortelles en quelques heures. Le plus souvent, une seule victime succombe tandis qu'une autre parvient à recevoir un traitement. Mais dans ce cas, aucun n'a échappé. Ce matin-là, le couple est passé d'une structure à une autre, Vikram en tête et Mira le suivant prudemment. Ils se sont arrêtés devant des murs bas et des marches cassées, prenant parfois des photos avec le téléphone de Vikram. Plusieurs signes étaient des visibles qu'ils n'ont soit pas remarqués, soit choisi d'ignorer. Les villageois leur avaient dit que les cobras étaient des courants ici, mais Vikram avait haussé les épaules. Il avait également vu une vieille peau de serpent près du chemin d'entrée, cassante et décolorée, mais avait supposé qu'elle appartenait à une espèce plus petite. En début d'après-midi, alors que le soleil se faisait plus pressant, ils atteignirent un coin ombragé où un mur de pierre s'était partiellement effondré. Pour continuer plus loin à l'intérieur, Mira devait grimper sur les blocs tombés, utilisant ses mains pour s'équilibrer en montant. Mais sous l'ombre du mur, un cobra indien était caché dans les pierres. La vibration soudaine des pas le fit lever la tête, sa capuche se déployant en signe d'avertissement. Dans la même seconde, Mira a posé le pied près de l'endroit où il se reposait. L'attaque fut immédiate. Le serpent planta ses crocs profondément dans son mollet, la force suffisante pour la faire crier et tomber en arrière sur le sol. Vikram réagit sans hésitation, il se précipita en avant et attrapa Mira, essayant de la tirer en arrière. Dans la confusion, le cobra frappa à nouveau, cette fois infligeant une morsure superficielle à son avant-bras. Tous deux avaient maintenant du venin dans leur système. Le berger, qui marchait sur un chemin éloigné, entendit les cris et se tourna vers le bruit. De sa position, il vit le couple s'effondrer ensemble sur le sol, se débattant dans la poussière. Mira serrait sa jambe. En quelques minutes, elle commença à vomir. Les muscles de son corps se contractèrent violemment. Sa respiration devint superficielle, interrompue par des halètements étouffés alors que la paralysie se propageait vers le haut. Vikram essayait de la maintenir consciente, mais son propre bras avait commencé à enfler et la faiblesse se répandait rapidement dans son corps. Il tituba sur le côté, les jambes fléchissant, puis tomba à côté d'elle. Le berger a ensuite décrit comment Vikram a tenté de se relever, trébuchant de quelques pas avant de s'effondrer lourdement sur le sol. Mira était allongée à seulement quelques pieds, convulsant avec le dos arqué de manière anormale. Ses cris devinrent plus courts, plus faibles, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus produire de son. Le cobra s'était déjà glissé dans les pierres brisées, mais le berger, secoué et terrifié à l'idée qu'il puisse revenir, resta à distance, appelant à l'aide tout en regardant la lutte ralentir. Sans accès à un antivenin ou à une aide médicale à proximité, leurs conditions se sont détériorées. Après près d'une heure, les mouvements de poitrine de Mira ont cessé. Vikram a réussi à ramper à ses côtés, mais sa respiration est devenue irrégulière et s'est bientôt arrêtée aussi. Lorsque les autorités ont été informées et que les secours sont arrivés sur les lieux, la chaleur de l'après-midi s'était intensifiée. Ils ont tous deux été déclarés morts. Leurs corps ont été rendus à leurs familles, chaque foyer s'occupant des rituels en silence, les voisins se rassemblant plus par obligation que par cérémonie. Les familles n'ont jamais organisé de service commun. Le deuil a été géré séparément, façonné par des coutumes privées plutôt que par des déclarations publiques. Pour le berger, le souvenir était plus difficile à oublier. Il évita le chemin pendant des mois, disant plus tard à ses amis que le bruit de leur effondrement restait avec lui plus que le site lui-même. Et même si les ruines anciennes du Rajasthan témoignaient de la prise rapide du venin au Madhya Pradesh, un livreur et sa femme s'aventureraient en territoire interdit pour ramasser du bois de chauffage, inconscients qu'un tigre les avait déjà marqués. C'était le 10 novembre 2013, dans le parc national de Bandhavgarh, Madhya Pradesh. Les feuilles sèches tapissaient le sol de la forêt, craquant sous chaque pas. Dans les sous-bois, les ombres se déplaçaient là où la vue ne pouvait suivre, et à la tombée de la nuit, 2 villageois disparaîtraient dans ce silence, ne rentrant jamais chez eux. Prakash Gupta, 33 ans, travaillait comme chauffeur-livreur pour une petite entreprise de transport. Ses journées étaient longues, marquées par des trajets entre les villages. Mais la paie était modeste et souvent irrégulière. Il était connu pour être fiable, manquant rarement un service, mais son revenu seul ne suffisait pas à couvrir les besoins de sa famille. Sa femme, Suman, 31 ans, s'occupait de la maison et de leurs 3 enfants. Le bois de chauffage était encore leur principale source de combustible et les excursions dans la forêt pour en ramasser étaient de courantes parmi les familles plus pauvres malgré les restrictions officielles. Entrer dans le parc sans autorisation comportait des risques, mais pour les Gupta, c'était une nécessité pratique, pas un choix. La décision d'aller plus loin dans la forêt ce jour-là reflétait la rareté croissante du bois près du village. Prakash a estimé que s'il rassemblait une plus grande quantité, il pourrait éviter des voyages répétés pendant plusieurs semaines. Suman était d'accord car elle l'accompagnait souvent à la fois pour la sécurité et l'efficacité. Bien que les villageois parlent souvent de tigres rôdant dans la région, ni Prakash ni Suman n'en avaient jamais vu de près. Leur calcul était simple.
Les chances semblaient faibles et le besoin était immédiat. Le paysage de Bandhavgarh était un mélange de forêts sèches et décidues et de prairies épaisses, entrecoupées de ruisseaux qui, en novembre, avaient commencé à rétrécir après la mousson. Les arbres rabougris et les hautes herbes créaient d'innombrables angles morts, des endroits où le son se propageait mais où la visibilité était absente. Même pour les guides expérimentés, le terrain pouvait sembler claustrophobe. Pour les villageois se déplaçant à pied, c'était simplement un terrain dangereux. C'était aussi un territoire de choix pour les tigres, dont les mouvements à travers ces fourrés passaient souvent inaperçus jusqu'au dernier moment. Les tigres du Bengale, à Bandhavgarh, étaient bien connus pour leur comportement territorial. Les mâles adultes pouvaient peser plus de 500 livres, avec des mâchoires assez puissantes pour broyer les os et des griffes qui tranchaient facilement la peau et la chair. Ils étaient des chasseurs solitaires, comptant sur la discrétion et l'embuscade plutôt que sur des poursuites prolongées. Les attaques sur les humains étaient rares, mais jamais écartées. Les habitants comprenaient que si quelqu'un s'aventurait dans le mauvais buisson au mauvais moment, le résultat pouvait être immédiat et définitif. Le jour même, Prakash et Suman ont enjambé des empreintes de pattes incrustées dans le sol meuble près d'un lit de ruisseau asséché. Suman s'est brièvement arrêté, mais Prakash l'a incité à continuer, convaincu qu'il pouvait finir rapidement et revenir avant la tombée de la nuit. Ils portaient chacun des fagots de bois alors que le soleil commençait à décliner. Deux autres villageois, également en train de ramasser du bois de chauffage à proximité, remarquèrent le couple s'enfoncer plus loin que d'habitude. Aucun d'eux ne se rendit compte qu'un tigre du Bengale s'était déjà approché, observant depuis les buissons alors que le couple s'enfonçait plus profondément. Caché dans les buissons denses, le tigre attendait probablement que le couple tourne le dos. Un des villageois qui était sur les lieux a raconté plus tard comment il a attaqué avec une force explosive, couvrant la courte distance d'un bond. Prakash a été frappé en premier. L'impact l'a projeté face contre terre, alors que les mâchoires de l'animal se refermaient autour de son cou. Le poids du tigre l'immobilisa instantanément, ses membres se contractant en brèves convulsions avant de devenir flasques. Suman laissa tomber son paquet et attrapa un bâton frappant le tigre à la tête. L'animal se retourna en un éclair, ses griffes descendant en un mouvement rapide. Les témoins décrivirent son visage marqué par de profondes entailles parallèles, la peau fendue et saignant abondamment. Elle recula en titubant, mais le tigre bondit à nouveau, la renversant. Ses mâchoires se refermèrent sur son torse, les dents s'enfonçant dans son abdomen. Ses cris montèrent en intensité, puis se transformèrent en halètements étouffés, alors que le prédateur secouait violemment son corps. Les deux villageois qui regardaient restèrent d'abord figés, incapables de bouger. La scène les fit reculer en panique. L'un d'eux cria et lança un morceau de bois avant de s'enfuir. Le tigre les ignora, concentré sur sa proie. Alors qu'il courait, il pouvait encore entendre la voix de Suman faiblir, interrompue par les grognements lourds de l'animal qui se nourrissait. Lorsque les témoins revinrent plus tard avec plusieurs hommes du village, la scène était déjà dépouillée. Des vêtements déchirés gisaient dans la terre, imbibés de sang. Le tigre avait traîné des parties des corps à l'abri. Plus rien de Prakash et Suman n'était visible. Le groupe rassembla ce qui restait, portant les morceaux avec une détermination silencieuse et sombre. Au matin, la communauté se réunit pour les funérailles. 2 bûchers furent construits côte à côte à la lisière du village. Leurs enfants se tenaient près des proches, trop jeunes pour comprendre pleinement, mais visiblement troublés par l'absence. Des prières furent récitées, la fumée s'élevant lentement dans un ciel immobile. Le chagrin portait une colère sourde dirigée non pas contre le tigre, mais contre les circonstances qui avaient forcé le couple à entrer dans la forêt. Quelques hommes ont installé des pièges rudimentaires à la lisière de la forêt dans les jours qui ont suivi, mais le tigre n'a jamais été revu. Pour les villageois, l'événement n'était pas extraordinaire, seulement dévastateur et familier. Ce sol forestier indien était taché du sang de ceux qui avaient pénétré dans le domaine d'un tigre. Pendant ce temps, en Thaïlande, 2 enseignants allaient s'aventurer dans des eaux troubles où un requin bulldog se cachait sous la surface calme. C'était le 11 avril 2016 à Pont-Saint-Lé dans le comté de Volusia, en Floride, aux États-Unis. Le soleil de midi frappait le sable, la chaleur rayonnant du rivage tandis que l'eau au-delà de la zone de surf se déplaçait en vagues troubles. Pour la plupart des visiteurs, c'était un autre jour de loisirs de vacances. Mais dans l'après-midi, la routine calme serait brisée par la violence. Samantha Reed, 27 ans, venait de Nouvelle-Zélande. Elle travaillait comme enseignante à Orlando, un poste qu'elle occupait depuis 3 ans. Connue parmi ses collègues comme fiable et douée avec les jeunes élèves, elle passait souvent ses week-ends à nager, décrivant l'eau comme son soulagement du bruit de la ville. Son partenaire, Claire Donovan, 28 ans, originaire d'Irlande, avait déménagé en Floride l'année précédente pour enseigner l'anglais dans la même école. Ensemble, elles habitaient un appartement modeste près de la ville et profitaient des vacances scolaires pour voyager. Leur séjour dans le comté de Volusia était court, une occasion de passer du temps tranquille sur la côte avant de retourner au travail. Les 2 femmes préféraient l'eau loin des foules, quelque chose qu'elles recherchaient souvent lors de leur voyage. Toutes 2 étaient des nageuses confiantes habituées à faire du snorkeling et aimaient explorer les petits récifs près des plages. La décision de séjourner dans un bungalow en bord de mer et de nager au large correspondait à leurs habitudes habituelles. C'était leur dernier jour complet avant de rentrer et elles voulaient en profiter au maximum. Les habitants avaient remarqué les conditions ce matin-là. Certains avaient parlé de restes jetés par des bateaux de pêche la nuit précédente, emportés vers le rivage par la marée. Un homme vendant des boissons près de la lisière des arbres a averti que l'embouchure de la rivière agitait trop l'eau pour nager en toute sécurité. Les habitants savaient que ces étendues d'eau attiraient souvent des prédateurs, surtout là où la rivière rencontrait la mer, et c'était dans de tels courants que les requins bulldogs étaient les plus susceptibles de rôder. Cette espèce n'était pas rare dans de telles eaux.
Contrairement à la plupart des requins, les requins bulldogs pouvaient tolérer l'eau douce et se trouvaient souvent dans les zones côtières troubles où les rivières étaient rencontrées de la mer. Les adultes mesuraient en moyenne entre 7 et 11 pieds de long. Avec des corps musclés conçus pour des poussées soudaines de vitesse, ils étaient des prédateurs opportunistes, comptant sur l'embuscade dans une faible visibilité et possédaient l'une des forces de morsure les plus puissantes enregistrées parmi toutes les espèces de requins. Pour les nageurs inconscients de leur présence, le danger résidait dans le fait de s'aventurer dans des eaux troubles qui cachaient à la fois l'approche et la fuite. D'autres baigneurs restaient près du rivage, mais Samantha et Claire ignoraient l'inquiétude. Après le petit déjeuner, ils ont marché pieds nus sur le sable, riant en ajustant les sangles de leur tuba. Vers midi, ils sont entrés dans l'eau, avançant rapidement dans l'eau jusqu'à la taille, jusqu'à être à environ 40 mètres du rivage. Pour les autres qui les regardaient depuis la plage, leur silhouette devenait petite contre la surface mouvante. À 13h45, les avertissements sont devenus réalité. Les nageurs plus proches du rivage ont remarqué une perturbation soudaine au-delà d'eux, un tourbillon et un éclair de mouvement sous la surface près de l'endroit où les femmes flottaient. Une grande forme grise a surgi vers le haut, percutant Samantha par en dessous. Elle a crié une fois, le son perçant contre la brise, alors que les mâchoires du requin se refermaient sur sa cuisse. Les témoins ont décrit son corps se débattant, partiellement tiré sous l'eau, avant de refaire surface. Le sang s'étendit en une tache grandissante. Claire nagea vers elle, frappant l'eau de ses mains. Pendant un instant, le requin disparut, puis surgit à nouveau, mordant profondément le flanc de Samantha. Sa voix s'interrompit rapidement après un deuxième cri, le choc et la perte de sang la réduisant au silence. La mer devint rouge autour d'elle, des membres s'agitant contre la turbulence. Claire essaya de saisir sa partenaire en passant un bras autour des épaules de Samantha, mais l'élan du requin entraîna Samantha vers le bas. Probablement parce que Claire s'accrochait fermement à elle, elle fut entraînée sous l'eau avec elle. Lorsqu'elles refirent surface, les mouvements de Samantha ralentissaient. Son visage était pâle, sa bouche probablement remplie d'eau alors qu'elle luttait pour respirer. Le requin fit demi-tour, frappant le mollet de Claire d'une morsure en passant avant de saisir son bras supérieur. Des témoins virent son corps se secouer violemment alors que les dents s'enfonçaient, déchirant le muscle. Le sang coulait le long de son bras en ruban. Elle cria, puis continua à tirer vers le rivage, un bras traînant inutilement. Les sauveteurs ont sprinté dans les vagues avec une planche de sauvetage. Depuis la plage, des gens pointaient du doigt et criaient, certains s'avançant jusqu'aux genoux dans l'eau, mais s'arrêtant en voyant la forme sombre tourner à nouveau. Claire a réussi à garder la tête hors de l'eau, haletant alors que les sauveteurs l'atteignaient. Ils l'ont hissée sur la planche, pressant leurs mains contre son bras où le sang pulsait d'une artère sectionnée. Elle était consciente, ses lèvres bougeant faiblement alors qu'il ramait vers le rivage, mais sa peau était pâle et sa respiration faible. Derrière eux, Samantha a disparu sous l'eau trouble. Le dernier témoignage des témoins a rapporté que sa tête glissait sous l'eau, la surface bouillonnant de rouge avant de se refermer. Aucun autre mouvement ne suivit. Claire perdit connaissance avant que la planche ne touche le sable. Les sauveteurs la traînèrent sur la plage, continuant à exercer une pression sur sa blessure tandis que des appels pour une ambulance retentissaient. Les touristes restaient figés en silence, les enfants tirés en arrière par leurs parents. Malgré les efforts au centre médical de Daytona Beach, elle fut déclarée morte dans l'heure. Le corps de Samantha a été récupéré plus tard dans la soirée par des pêcheurs qui l'ont trouvée coincée contre un filet au large. Ils l'ont ramenée sur la plage en silence, la déposant sur une bâche près de la ligne d'eau jusqu'à l'arrivée des autorités. Ce soir-là, le personnel du complexe et les invités se sont rassemblés en silence. Des bougies étaient déposées dans le sable, leurs flammes vacillant contre la brise, tandis que des fleurs étaient disposées en ligne près du bord de l'eau. L'événement n'était pas marqué par des conférences de presse ou des caméras, seulement par le chagrin discret d'étrangers qui avaient été témoins de la violence de près. Dans les jours suivants, un bref avis conseillait aux visiteurs d'éviter les eaux troubles près des embouchures de rivières, mais l'histoire a disparu de l'attention. Merci d'avoir regardé. Si ces histoires de personnes finissant entre les mains de prédateurs de sommet vous ont diverti, cliquez ici pour en voir plus.